Allons-y maintenant avec la dernière section du chapitre 4. On parle ici de la section 4.5 où on va faire un problème, on va faire des problèmes en fait, qui vont nous permettre de bien appliquer notre dérivée et voir où est-ce que notre dérivée va être très utile lorsqu'on parle d'études de fonctions mathématiques. Donc cette section-ci, la section 4.5, c'est la section problème d'optimisation. Jusqu'à maintenant, on a vu dans le chapitre 4 comment aller résoudre des problèmes à taux liés. On a vu ensuite de ça comment on pouvait aller chercher des calculs d'incertitude. On a vu qu'on pouvait aussi aller étudier la croissance, décroissance et les extrémums d'une fonction. Ben maintenant, dans la section 4.5, on va utiliser nos extrémums et nos croissances, décroissances pour aller trouver des optimums. Qu'est-ce qu'on veut dire par optimum? Ben, ça veut tout simplement dire qu'on va aller chercher des solutions optimales à un problème. Donc, on va solutionner pour trouver une optimalité, aller avoir la meilleure réponse possible dans un problème, en partant du principe qu'on a un problème mathématique, évidemment. Donc, on va avoir toujours une marche à suivre, là, finalement. Un peu comme avec le problème de taulier, on va avoir une marche à suivre en 8 étapes, et nous, on va faire ces 8 étapes-là pour trouver la solution de nos problèmes d'optimisation. On regarde ensemble c'est quoi les 8 étapes. Ensuite de ça, je fais un exemple avec vous et on aura vu ce qui nous intéresse pour le problème d'optimisation. Donc, première étape, toujours la plus importante, et ça semble anodin, mais on a tendance à l'oublier et à perdre des informations. On doit lire notre problème, évidemment. Si on ne sait pas sur quoi on travaille, on n'a aucune chance de réussir le problème. Donc, il faut lire le problème, évidemment, pour aller décortiquer qu'est-ce qu'on nous donne comme information et qu'est-ce qu'on cherche surtout comme information. Ensuite de ça, si on en a besoin, on va se faire un schéma pour bien visualiser qu'est-ce qu'on est en train de faire comme problème, et on va nommer nos variables. On nomme les variables pour que ce soit plus clair qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. Une fois que c'est fait, on veut déterminer qu'est-ce qu'on a besoin d'optimiser, qu'est-ce qu'on est en train d'optimiser, et ça ici, ça va généralement être une des variables qu'on a nommées. Donc, on va trouver c'est quoi la variable qu'on va optimiser, et à l'étape numéro 4, on va l'isoler, cette variable-là, dans une fonction mathématique. On va établir des relations entre les variables, et on va isoler celle qu'on veut optimiser. Une fois que c'est isolé, on va avoir construit une fonction mathématique, et cette fonction-là, on va en déterminer le domaine. On va déterminer quelles valeurs sont plausibles selon le contexte, qu'est-ce qui n'a pas rapport selon le contexte, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite de ça, à l'étape numéro 6, on va pouvoir dériver et trouver les valeurs critiques de notre fonction à optimiser. Quand c'est fait, on peut déterminer nos extrémums comme on l'a fait dans la section 4.4. Et finalement, on n'oublie pas, hein, on va répondre à la question, parce que là, avec 8 étapes comme ça arrive qu'on a beaucoup d'étapes, puis on oublie de répondre à la question, donc on n'oublie pas, dernière étape, il faut répondre à notre question. Donc, on va essayer de faire un exemple là-dessus. L'exemple est dans les notes. Il est déjà résolu, mais je tiens à le faire quand même avec vous pour être certain qu'on ne saute aucune étape. Et on va aller voir chacune de ces 8 étapes-là au complet. Donc, on y va premièrement avec la lecture de notre problème. Ce problème-là, il est dans vos notes. Vous l'avez à la page 26, 27 aussi par la suite. C'est l'exemple 4.6. Donc, on va aller lire ça ensemble. Exemple 4.6 qui est ici. Dans ce cas-ci, on veut construire une boîte sans couvercle. Et dans cette boîte-là, on veut travailler à partir d'une feuille de carton. La feuille de carton a 32 cm sur 14 cm. Donc ça, c'est une première information qui est assez importante. Et dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est découper chacun des coins, un peu comme ce qu'on a dans le schéma qui est juste en dessous. Donc dans notre schéma, on a coupé chacun des coins ici. On enlève des carrés. Donc évidemment, les mesures enlevées à la largeur et à la longueur, ce sera la même, c'est un carré. Et à ce moment-là, une fois qu'on a enlevé ça, on va replier les côtés, comme on voit dans le deuxième schéma ici, pour former une boîte qui n'a pas de couvercle. Donc, c'est juste une boîte ouverte complètement. À ce moment-ci, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer les dimensions des carrés que l'on doit retrancher si on veut une boîte de volume maximal. Donc, à partir de ce carré-là, ou à partir de ce rectangle-ci plutôt, qui est un rectangle de carton, on enlève les 4 coins avec des mesures qu'on va trouver, et ça va nous donner une boîte avec un volume maximal. C'est le but de notre problème, c'est avec ça qu'on va travailler. Donc là, on nous a donné déjà 2 schémas, on va prendre le premier pour pouvoir travailler avec. C'est ce qu'on fait dans l'étape 2 à l'instant. Avec ces informations-là, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer un schéma. On a déjà une bonne idée du schéma, hein, de ce à quoi ça va ressembler. On nous a donné une boîte, on va continuer avec une boîte. Cette boîte-là, on enlève les coins, bien entendu, parce que ces coins-là, en les enlevant, on va pouvoir remonter les côtés et former une boîte rectangulaire
directement. Comme ce qu'on cherche, c'est les dimensions des coins ici, ben, ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller chercher les dimensions sur ces coins-là. Comme ce sont des carrés, ben, en réalité, il y a une seule dimension qui nous intéresse, c'est la valeur totale qu'on va avoir. Ici, si on dit que le côté mesure x, donc les côtés de chacun des coins vont mesurer x dans ce cas-ci, ben, on va avoir une dimension ici qui était la longueur totale ou la largeur totale de ce côté-là qui était 14, moins x en haut, moins x en bas, donc moins 2x, et la longueur totale de notre boîte, on avait dit que c'était 32 cm dans la mise en situation, mais encore une fois, on a enlevé x ici et x à cet endroit-là, donc on enlève 2x toujours. Avec ça ici, on parle de maximiser le volume de notre boîte. Donc on va parler de V, qui est le volume, de L minuscule, qui sera la, on va dire la largeur, et on va dire L majuscule pour la longueur. Il nous reste à ça H, qui sera la hauteur de cette boîte-là. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour construire notre problème. Ici, qu'est-ce qu'on optimise? On optimise le volume. On veut que le volume de notre boîte soit le plus grand possible à partir de ce bout de carton-là ici, donc en enlevant les 4 coins. On veut avoir un maximum de volume possible. Maintenant, on voudrait isoler la variable du volume. Mais pour l'instant, on n'a aucune relation encore pour notre volume. Ben, il va falloir établir premièrement que notre volume, c'est égal à la largeur fois la longueur fois la hauteur. Alors, je vais prendre la largeur de ma boîte fois la longueur de ma boîte fois la hauteur totale que je vais obtenir. Dans ce cas-ci, la largeur, on l'a établi comme étant 14 moins 2x. La longueur, 32 moins 2x. Et la hauteur, finalement, la hauteur de la boîte, ça va être quoi? Ben, imaginez que le côté ici mesure x. Si je le remonte comme ça, ben, je vais avoir un x à la verticale. Ma hauteur, c'est x, tout simplement. Ici, si on multiplie les parenthèses ensemble et qu'on regroupe les termes qui se ressemblent, on devrait obtenir 4x à la 3 moins 92 x au carré plus 448 fois x. Et là, faites très attention parce que ce numéro-là a été résolu dans vos notes, mais il a été résolu avec les mauvaises démarches. On a fait un beau petit copier-coller et on a oublié de changer les valeurs. Donc, la fonction, c'est bien celle-ci qu'on va utiliser, c'est pas celle qu'il y a dans vos notes. Faites très attention à ça. Je suis vraiment désolé de l'erreur qui s'est glissée. Là, on va essayer de réparer ça le plus vite possible. Donc, ici en 4, on a donc isolé que le volume va être une fonction de x directement. Et x, c'est quoi? Ben, c'est la mesure qu'on va enlever à chacun des coins de notre boîte. Avec ça, maintenant, on va s'intéresser au domaine de notre fonction. Donc, quel domaine va avoir notre fonction? Ici, on s'intéresse aux valeurs possibles de x. Mais là, ici, les valeurs possibles de x, ce sont des valeurs qui vont être trouvées par la logique du contexte. Donc, notre contexte, c'est qu'on a une boîte, on enlève une partie d'un coin. Et comme on enlève ici, on ne peut pas enlever quelque chose de négatif. Hein? Je ne pourrais pas enlever une partie négative du carton. Ça n'existe pas, ça ne se tient pas là, logiquement, ça n'a aucun sens. Donc, on voudrait que la mesure de x soit plus grande ou égale à 0. Ensuite de ça, comme on a des longueurs de côté, des largeurs et des longueurs, ces deux valeurs-là doivent être plus grandes que 0 aussi. Hein? On ne veut pas avoir des côtés négatifs. Donc, on veut que 14 moins 2x, ce soit plus grand ou égal à 0, et que 32 moins 2x, ce soit plus grand ou égal à 0. Donc là, on a déjà une première condition. X doit être plus grand ou égal à 0. On va avoir seulement des valeurs positives pour x. Par contre, avec les deux autres termes qu'on a ici, on va aller chercher est-ce qu'on a d'autres contraintes qu'on rajoute. Donc ici, déjà, 14 moins 2x plus grand ou égal à 0. Quand est-ce que ça se produit, ça ici? Bien, ça se produit quand 14 est plus grand ou égal à 2x. J'envoie le 2x du côté droit de mon équation. Et ça ici, ça se produit quand 7 est plus grand ou égal à x. J'ai divisé par 2 des deux côtés. Donc 2x divisé par 2, ça me donne x, et 14 divisé par 2, ça me donne 7.
Donc là, je trouve une deuxième condition. X doit être plus petit ou égal à 7, et il doit être plus grand ou égal à 0. Ça, on l'a toujours. Donc là, à ce moment-là, j'ai des valeurs qui sont entre 0 et 7, inclusivement. Maintenant, je vais aller voir 32 moins 2x. Est-ce que je restreins encore plus mon x? Donc, si 32 moins 2x est plus grand ou égal à 0, si seulement si 32 est plus grand ou égal à 2x, si seulement si 16 est plus grand ou égal à x. Bon. Donc ici, encore une fois, j'ai envoyé mon 2x du côté droit de l'inéquation, j'ai divisé par 2 et j'obtiens que x doit être plus petit ou égal à 16. Mais je sais déjà que x doit être plus petit ou égal à 7. Donc, x plus petit ou égal à 16, est-ce que ça m'apporte plus d'informations? Pas vraiment. Ici, c'est juste quelque chose qui confirme le résultat qu'on avait obtenu avec notre première inéquation. Donc, on a que x sera entre 0 et 7. De cette façon-là, on restreint beaucoup le problème. Il y a beaucoup moins de choses à aller chercher pour solutionner notre problème. En fait, on va aller voir à l'étape numéro 6, quand on va aller chercher nos dérivés, qu'on va exclure probablement certaines valeurs de notre contexte qui est ici. Donc, étape numéro 6, on cherche maintenant la dérivée. On cherche la dérivée v' de x. On n'oublie pas que le volume, c'est une fonction de x et qu'on dérive cette fonction du volume-là. Donc, v' de x, on dérive cette expression-là. C'est un polynôme, donc ce sera assez simple. Dérivé de 4x3, ce sera 12x carré. On commence à être habitué pas mal, hein, rendu là. Ensuite, dérivé de moins 92x au carré. On va faire 2 fois moins 92. Ici, je vous laisse travailler avec votre calculatrice si ça ne vous vient pas naturellement. Ça vous donne moins 184 fois x. Et finalement, dérivé de 448x, ben, c'est tout simplement 448. Donc voilà, on a la dérivée de notre fonction du volume. Avec cette dérivée-là, on cherche les valeurs critiques. Donc on cherche les valeurs telles que v' de x n'existe pas ou v' de x égale 0. v' de x n'existe pas, ça, on n'aura pas besoin de le considérer parce qu'on a un polynôme. Il n'y a pas de division, donc on n'aura pas de division par 0. Il n'y a pas de racine carrée, donc on n'aura pas de racine d'un négatif. Il n'y a pas de logarithme, donc on n'a pas de problème pour nos valeurs ici. La dérivée va toujours exister. Par contre, v' de x égale 0, ça pourrait arriver. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller chercher la dérivée. On va aller chercher les valeurs qui annulent notre fonction v' de x. Pour faire ça ici, on a une fonction quadratique. Donc, on va aller chercher la formule quadratique. Donc, on va avoir x qui est égal à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, moins b, c'est moins le coefficient de x. Donc, moins 184, ça me donne 184. b carré, ça va être moins 184 au carré, qu'on va calculer avec la calculatrice, bien entendu. Moins 4 fois a. A, c'est quoi? C'est le coefficient de x carré, donc c'est 12. Et c, c'est 448. Il ne reste plus qu'à diviser par 2a. Donc 2 fois 12, toujours. À ce moment-ci, je vous épargne les détails du calcul. On va avoir 184 plus ou moins la racine carrée de 12 352. On divise toujours par 24. Et ça ici, ça va nous donner deux valeurs. Soit x est égal à 3,04 ou x est égal à 12,33. Et là ici, je vous invite à vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec nos valeurs critiques? Vraisemblablement, il n'y a rien qui cloche, c'est des valeurs tout à fait normales. On a x qui vaut 3,04 et x qui vaut 12,33. À part être des chiffres à virgule, il n'y a pas grand-chose de spécial qui se passe ici. Par contre, si on se ramène à notre domaine, on voit que 12,33, ça ne fait pas partie du domaine. Hein? 12,33, ça impliquerait que notre côté 14 moins 2x serait négatif, donc là, on aurait une mesure négative. Ça ici, ça n'a pas vraiment rapport. Donc, on va l'exclure de notre analyse et on va poursuivre seulement avec x est égal à 3,04. C'est la seule valeur critique qu'on va traiter lorsqu'on va faire l'étape 7 où on va aller chercher justement les extrémums de notre problème. On passe maintenant à l'étape numéro 7 où on va aller chercher les extrémums. Et là, les extrémums, ici, on a deux méthodes possibles. On en a vu deux. On a vu la première dérivée et la seconde dérivée.
Première dérivée, ça implique qu'on construit un tableau. Deuxième dérivée, ça implique qu'on calcule la deuxième dérivée. On peut voir ici, là, les deux vont donner la même situation. Si j'y vais avec le tableau, ben déjà ici, je vais avoir des x, je vais avoir v' de x et v de x. Les valeurs qui vont m'intéresser ici, ce seront les valeurs de mon intervalle et les valeurs critiques. Donc je vais avoir la valeur 0, qui est le début de mon intervalle. Je vais avoir les valeurs entre 0 et ma prochaine valeur critique, qui est 3,04. Donc on va avoir de 0 jusqu'à 3,04. On va avoir notre valeur critique, justement, 3,04 qu'on a calculé ici. On va ensuite avoir des valeurs entre 3,04 et 7. 7, c'est la fin de notre intervalle. Et on va avoir, justement, la valeur 7 à aller vérifier. Avec ça, on peut compléter notre tableau. On sait que 3,04, ça annule la dérivée. Donc, ça va valoir 0 ici. Avant 3,04, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre intervalle ici. Donc, de 0 à 3,04. On prend n'importe quel chiffre. On pourrait prendre 1, tout simplement. On remplace dans la dérivée et on va obtenir ici une valeur positive. Si on va de l'autre côté, entre 3,04 et 7, ben là, dans ce cas-ci, on prend n'importe quelle valeur entre 3,04 et 7, ça pourrait être 4, tout simplement, la valeur qu'on prend. On remplace dans notre dérivée, et ça va nous donner un chiffre négatif. Donc, la dérivée, elle est négative de ce côté-là. Si on analyse pour la fonction v de x, on voit donc que dérivée positive, ça implique qu'on a une fonction qui augmente, dérivée négative, une fonction qui diminue. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre valeur critique? Ben, comme on passe de croissant à décroissant, on a un maximum relatif. Les deux extrémités, on pourrait aller les évaluer, mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas nécessaire. Ici, ce ne sera pas nécessaire parce qu'on vient de trouver le maximum relatif et que avant notre zone du maximum, ici, on est en croissance uniquement. Donc, ce qu'on va trouver à 0, ce ne sera pas très intéressant. Et ce qu'on va trouver à 7, comme c'est en décroissance, ce ne sera pas non plus très intéressant. Ça va nécessairement être les deux valeurs plus petites que notre maximum. Donc, j'ai pas besoin d'aller évaluer là, mes extrémums ici, mes extrémités de l'intervalle. Dans ce cas-ci, je découvre que j'ai un maximum relatif à 3,04. Je vais aller vérifier maintenant le volume de 3,04. Qu'est-ce que ça me donne? On calcule ça avec la fonction v de x qu'on a établie à l'étape numéro 4. Et ça nous donne 624,07 cm3. Donc le volume maximal de notre boîte va être de 624,07 cm3, et ce, à partir de carrés de 3,04 cm qu'on va retirer à chaque coin. Là, je vous disais qu'on avait deux méthodes. On peut aussi aller confirmer notre réponse ici. Et là, si vous êtes confiant avec votre tableau, gardez ça. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux méthodes. Moi, je vais juste vous montrer que la deuxième méthode fonctionne aussi. Cette deuxième méthode-là, ce serait d'aller chercher la deuxième dérivée. Donc, v' de x. Cette deuxième dérivée-là, on l'effectue à partir de notre première dérivée. Donc, 12x carré, ça va devenir 24x moins 184. Là, ici, il faudrait que j'aille évaluer la deuxième dérivée à 3,04. Vous évaluez ça et vous allez obtenir quelque chose qui est plus petit que 0. Donc, vous avez un max relatif également à cette place. Donc, évidemment, la deuxième démarche est légèrement plus rapide parce qu'on calcule notre deuxième dérivée, on évalue une seule valeur et ça nous donne un maximum directement. Mais obtenir le tableau, c'est la même chose, ça fait le même travail. C'est peut-être un petit peu plus simple de faire le deuxième tableau que de faire une autre dérivée, ça dépend de vos préférences. Si je vous demande pas de le faire avec la première dérivée, faites-le avec ce que vous voulez. Si je vous impose une des méthodes, vous n'avez pas le choix, vous devez faire la méthode que je vous demande d'évaluer. Mais là, tout ça, c'est pas terminé, il nous reste quand même l'étape 8. L'étape 8 qui est la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme réponse à cette question-ci? On va dire qu'on doit retrancher des carrés de 3,04 cm, la valeur critique qu'on a obtenue, de côté, à chaque coin,
pour obtenir un volume maximal de 624,07 cm3. Et voilà, la réponse, c'est celle-ci qui nous intéressait. Donc, faites attention dans vos notes, là, vous allez voir, là, la dernière étape, on vous a dit 627,07, 624,07 cm². C'est pas des carrés, c'est des cubiques. Encore une coquille qui s'est glissée dans les notes de cours, je suis désolé. Ceci étant dit, ça fait le tour d'un problème de résolution, un problème d'optimisation. Donc, si on résume un peu ce qu'on vient de faire, on a commencé par lire le problème, décortiquer qu'est-ce qui était intéressant. Ensuite de ça, on s'est établi un schéma et on a nommé nos variables, très important pour ne pas se perdre dans notre problème. On a déterminé qu'est-ce qu'on optimisait. Ici, c'était le volume. On cherchait un volume maximal, donc c'est ce qu'on optimise. Ensuite de ça, on a défini quelle était la fonction du volume. Largeur fois longueur fois la hauteur. On l'a évalué en fonction de x, parce que c'est ça la mesure qu'on peut changer dans ce problème-ci. En cinquième étape, on a trouvé le domaine de notre fonction. On s'est rendu compte que là, des côtés négatifs, ça n'existe pas. Des hauteurs négatives, ça n'existe pas non plus. Donc, on a déterminé que notre valeur de x allait être entre 0 et 7. Ensuite, en 6, on a dérivé pour trouver nos valeurs critiques. On a exclu la valeur qui était à l'extérieur de notre domaine de fonction. Donc, on a gardé la valeur 3,04 uniquement. On a fait nos extrémums à l'étape 7. Avec le tableau des valeurs, avec le tableau des signes ou avec le test de la seconde dérivée, ça fonctionne, les deux, il n'y a pas de problème. Et finalement, on arrive à notre réponse. On retranche 3,04 cm de côté pour chacun des petits carrés qu'on va enlever aux quatre coins de notre boîte pour former un volume maximal de 624,07 cm3. Donc voilà, ça fait le tour de cet exemple-là, ça fait le tour de la section au complet. Je ne ferai pas l'exercice 4.12 parce que c'est similaire. Je vous invite à l'essayer par contre. C'est super important d'aller l'essayer. Essayez de tester ça, de voir comment vous vous débrouillez avec un problème d'optimisation comme ça. Vous m'écrivez si jamais ça ne fonctionne pas. Donc je vous invite à aller voir ça. Vous avez la démarche résolue au complet aussi dans les notes, là, si ça peut vous aider. Et à la suite de ça, vous avez les exercices 28 à 31, des exercices récapitulatifs que vous pouvez faire pour terminer notre chapitre 4. Ceci étant dit, moi je m'arrête ici. On se retrouve la semaine prochaine avec le chapitre 5, le début du chapitre 5. Donc on va commencer à parler d'une autre notion particulièrement importante en génie mécanique. On va parler des intégrales, ou on va plutôt les introduire un petit peu. Aller voir qu'est-ce qui génère les intégrales et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça.